Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va parler politique et faire un tour d'horizon de la situation de Mayotte avec le conseiller départemental de Pamandzi, Daniel Zeidani. Bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on entre dans le vif du sujet de la vie mahoraise, une nouvelle étape s'est ouverte hier avec une première alerte à la bombe à l'aéroport qui place un peu Mayotte au même niveau que les aéroports métropolitains, mais tout de même une première alerte à la bombe à Mayotte. Si c'est un jeu, parce que vous savez, cas. En période de vacances scolaires, peut-être un certain nombre de personnes s'ennuient, ce n'est pas drôle. Et ce genre de choses devrait être sévèrement puni. Et j'invite véritablement les autorités à remonter le mail, puisque j'ai compris que c'est par mail qu'ils ont été informés, Oui. et à débusquer la personne qui fait ce genre de blague, parce qu'on ne peut pas mettre en difficulté un aéroport international, retarder les vols, retarder les vols, la continuité sur les autres, les correspondances, etc. Et puis finalement, ça mobilise du monde qui est sur l'aéroport au lieu d'être ailleurs, alors qu'on sait qu'à Mayotte, les forces de l'ordre sont très mobilisées sur les terrains et on aimerait les voir faire des choses qui sont vraiment utiles. Autre sujet dans l'actualité, la crise de l'eau, Daniel Zeidani, des coupures quotidiennes maintenant, y compris en petite terre, de 54 heures, des difficultés pour la population à gérer ses stocks et les difficultés à vivre sans eau. Est-ce que vous pensez que l'État fait le job, mais que également le syndicat des eaux fait le job ? Ce qui est certain, c'est que ces coupures sont de plus en plus difficiles à vivre pour la population. Il y a effectivement les stockages qui doivent être revus parce qu'on s'organise au départ pour tenir 24 heures, pour tenir 48 heures. Maintenant, il faut tenir presque 72 heures. C'est de plus en plus compliqué. Il y a la gestion particulière des sanitaires, je pense aux toilettes notamment. Donc, il y aura dans le futur une nécessité de revoir notre manière de consommer l'eau, de la stocker, de son usage. Je pense qu'il va falloir revenir aux méthodes qui fonctionnaient dans le temps, avec notamment des zones de stockage d'eau. Il va falloir systématiquement maintenant peut-être abandonner notre système de construction de dalles au profit de tôles, pour mieux récupérer les eaux de pluie et pour pouvoir les réutiliser au moins au niveau sanitaire. Maintenant, sur le fond, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu tous pris au dépourvu, bien que nous ayons été alertés suffisamment tôt. Je rappelle quand même que les premiers signes de difficulté de la gestion de l'eau datent de 2016. Oui. Et avec la difficile crise dans le Sud et la création de ce collectif, les Assoiffés du Sud. Absolument, on en parlait déjà sur ce plateau à l'époque. Bien sûr. C'était bien avant les élections présidentielles. Entre-temps, Emmanuel Macron a gagné. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est au pouvoir de manière continue et on peut dire que l'État a failli. L'État n'a pas été le seul puisque la gestion ici, elle est de l'ordre de... Elle est tenue en main par le syndicat des eaux, mais quoi qu'il en soit, il y a un manque d'investissement avéré, il y a un manque de concertation avéré et au final, c'est la population qui en pâtit. Moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes à quelques jours bientôt de la rentrée scolaire et en petite terre, on s'interroge pour savoir comment nos enfants vont pouvoir aller à l'école s'il n'y a pas d'eau dans les écoles. Il y a les écoles primaires, il y a les collèges et lycées. Au niveau des collèges et lycées, il semblerait, le recteur dit qu'on est sur le chemin de l'eau, mais qu'on ne soit pas connecté à ce chemin de l'eau. Bon, je ne comprends pas trop ce français, mais quoi qu'il en soit, il est probable qu'il n'y ait pas d'eau au robinet. Or, aujourd'hui, nous savons qu'une école qui n'a pas d'eau pendant plus d'une demi-journée, elle ferme. Et là, ça peut être vraiment catastrophique pour nos enfants. Alors moi, j'aimerais vraiment que les autorités mettent les bouchées doubles pour que ces écoles ouvrent normalement, parce qu'il ne faudrait pas, encore une fois, que ce soit nos enfants qui en pâtissent des erreurs des adultes. Voilà. La semaine dernière, Daniel Zeidani, des inspecteurs de métropole sont venus à Mayotte pour
ils sont contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté pour contrôler le CRA. Visiblement, le contrôle, selon les informations que nous avons pu obtenir, ne s'est pas extrêmement bien passé, avec beaucoup de critiques sur le fait que, par exemple, les officiers de police essayaient au moment de l'expulsion, de rassembler les parents et les enfants pour ne pas laisser de mineurs isolés. Tout ça aurait généré des remarques assez désagréables de la part des contrôleurs. Ils parlent de conditions de rétention indignes au moment où les soins médicaux sont exercés auprès des étrangers. En parallèle, on a quand même 5 à 6 000 recours par an au tribunal administratif. Vous connaissez le CRA, vous y êtes déjà allé. C'est vraiment indigne comme lieu? J'ai eu l'occasion et la chance de le visiter à 2 reprises et très sincèrement, je trouve que ce bâtiment est plutôt bien entretenu. Bon, il est vrai qu'il y a un turnover assez intense, puisque c'est quand même, il a une capacité d'accueil de 130 à peu près personnes et en général, c'est plutôt bien rempli. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont reconduites par an aux frontières. Et donc, qui passent par le CRA. Et donc, ils passent par le CRA. Donc, il est possible que le jour de cette visite, les choses soient bien passées. Mais je pense très sincèrement que les agents de police aux frontières qui travaillent là-dedans font le maximum pour respecter la dignité humaine. Et je rappelle quand même que ce bâtiment est relativement récent. Et donc, globalement, il est aux normes. Maintenant, peut-être justement par cette intensification de son usage, il vieillira beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'on essaye quand même à Mayotte de faire les choses bien. Maintenant, pour ma part, j'estime qu'on n'en fait pas assez. Parce que, vous savez, ne serait-ce que l'opération Ouambouchou, qui devait reconduire plus de 20 000 personnes supplémentaires, ces objectifs n'ont pas été atteints. Mais ils n'ont pas été atteints en partie parce que l'État n'a pas su tenir ses engagements. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu, pendant le lancement de cette opération Ouambouchou, une pression très importante des associations pour contrôler ce qui se passait au CRA. Et je peux vous dire qu'au-delà du contrôle qu'il y a eu la semaine dernière, il y a eu également des contrôles au moment du lancement de l'opération Ouambouchou. Et pour autant, ils ont pu constater que le bâtiment était correct. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus de la com qui est fait, encore une fois, pour dissuader de reconduire les personnes aux frontières. Moi, sur ce coup-là, moi, je soutiens l'État dans cette approche-là, mais malheureusement, il est clair que ces pressions extérieures nuisent aux missions qu'on veut se donner à Mayotte, à savoir restaurer l'état de droit. Et restaurer l'état de droit nécessitera, je pense, peut-être des lois d'exception, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'aisance. Moi, j'aurais voulu également que ces associations s'intéressent à toutes les victimes qu'il y a sur le territoire quotidiennement. Oui. Encore hier, c'était à proximité du CRA, à Pamandzi, sur la route de l'aéroport. Il y a eu également, il y a 2 jours, ces violences au niveau de Kombani. Il y a 4 jours, il y a eu ces violences au niveau de Sada. Hier soir, c'était à Tsunzu. Et Bouéni. Et Bouéni. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même regarder que le pays est en train de flamber pour la simple et bonne raison que ces délinquants, aujourd'hui, ils ont une autorisation à nuire, une autorisation à brûler, une autorisation à dégrader et à faire mal aux Mahorais parce que, justement, il y a des associations qui bloquent très concrètement le processus que nous voulons et que nous demandons qu'il soit instauré sur le territoire de Mayotte. Et Ouambouchou, si Ouambouchou a échoué, c'est aussi à cause d'eux. C'est la raison pour laquelle, même si énormément de personnes sur le territoire croient qu'il faudrait que Frontex vienne à Mayotte, mais il faut savoir que le jour où Frontex viendra à Mayotte, elle viendra peut-être avec des avions pour contrôler l'aérien, mais elle viendra également avec des associations nouvelles pour contrôler comment se font les arrestations, etc. Donc ce sera encore un processus de blocage. Donc moi je le dis,
je le dis, je suis contre l'arrivée de Frontex à Mayotte. Je suis contre ces contrôles de ces associations qui visent exclusivement à faire prospérer sur l'île les clandestins. Parce qu'au final, il faut regarder la réalité des choses. C'est que notre société est en train de changer de manière profonde avec le soutien avéré d'un certain nombre d'associations qui facilite l'installation et l'implantation de ces clandestins en les encourageant à venir à Mayotte. Et je me réjouis d'avoir eu une présidente, Marine Le Pen, qui a été condamnée par la CIMAD parce qu'elle a tenu les propos que je tiens en ce moment. Elle a été condamnée. Et moi, je dis que c'est justement des personnes fortes comme elle qu'on a besoin à Mayotte. Et je demande vraiment à tous les Mahorais de soutenir à chaque fois que le RN présentera des listes, ce sera d'abord aux européennes, ce sera après sur les municipales et enfin pour la présidentielle. Mais c'est comme ça qu'on arrivera par des petites victoires, qu'on arrivera à la grande victoire des présidentielles. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que sur le territoire de Mayotte, notre problématique, c'est que l'État a peur d'avoir une image qui lui nuise. Et donc, on l'a vu avec Oumbouchou, malgré la volonté affichée du ministre de l'Intérieur, on a bien vu à quel point, après avoir envoyé les hommes, plus de 1000 personnes supplémentaires, après avoir envoyé le matériel, les camions, etc., on a bien vu qu'ils n'ont pas osé véritablement faire leur mission sous la pression des associations. Donc, une main de l'État qui tremble, une main de l'État qui a peur, c'est encourager les délinquants à nuire à Mayotte. Et on le voit aujourd'hui avec cette opération Oumbouchou qui est quasiment en fin de vie. On le voit bien, cette recrudescence de violence. Et avec une justice qui n'est pas à la hauteur des enjeux, qui ne condamne pas suffisamment les méfaits qui sont faits sur le territoire de Mayotte, on voit bien que ces délinquants, ces voyous, ces terroristes n'ont peur de rien, ni de la police, ni de la justice, et encore moins des Mahorais. Dans le cadre du financement de ces associations, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache suggérait que dans le cadre de la loi immigration, on puisse suspendre le financement sur fonds publics, donc avec les impôts des Français, qu'on puisse suspendre le financement de ces associations quand elles aident au séjour de clandestins ou qu'elles militent pour que la loi ne puisse pas s'appliquer. Vous partagez ce point de vue? Moi, ce que je constate dans les faits, c'est que si on est tous d'accord qu'il ne faut pas faciliter l'installation des clandestins sur le territoire de Mayotte, au risque d'être considérés comme complices de l'immigration, je vois que cette analyse prévaut pour les vendeurs de sommeil, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne prévaut pas pour les employeurs, ça ne prévaut pas pour le fait de les soigner gratuitement, ça ne prévoit pas pour le fait de scolariser les enfants clandestins. Moi, je veux dire qu'à un moment donné, si on veut véritablement lutter contre l'immigration clandestine, il faut cesser de faciliter les usages possibles et potentiels sur le territoire de Mayotte. L'hôpital doit être payant. Il faut arrêter de voir un hôpital gratuit. Il faut arrêter de scolariser les enfants de clandestins. À moins qu'on nous donne les moyens de pouvoir scolariser tout le monde et de soigner tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'en ai assez, très sincèrement, de payer des impôts et que lorsque je suis malade, on m'encourage à partir à La Réunion par mes propres moyens et qu'on m'encourage devant les portes de l'hôpital à aller voir le médecin privé. Donc, je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on condamne le Mahorais qui loue sa maison ou qu'on fait des gardes à vue pour l'élu qui décide de payer un loyer à une personne clandestine. Mais à côté, lorsque l'État régularise les clandestins en leur octroyant des cartes de séjour territorialisées en plus sur Mayotte, je pense que ça, c'est de l'aide à l'implantation d'immigrés sur le territoire. Disons-le les choses très clairement. Quand l'État fait que l'hôpital soit gratuit pour tous les clandestins qui viennent, et alors, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'aux Comores, il n'y a plus de malades. Tous les malades de Comores sont à Mayotte. Tous les handicapés des Comores sont à Mayotte. Toutes les personnes enceintes des Comores sont à Mayotte. Donc, je veux dire, encore une fois, il faut regarder la réalité en face.
toutes les politiques qui sont menées actuellement sur le territoire de Mayotte visent à favoriser l'implantation des immigrés. Alors, cessons cette hypocrisie de s'intéresser à 2-3 Mahorais qui louent des maisons, mais regardons là où vraiment on a lâché les vannes pour que ces gens s'implantent. Et dernière question, puisque le temps tourne, Daniel Zaidani, vous vouliez évoquer la situation de la MDPH et du conflit qui dure maintenant depuis 2 semaines et qui se transforme lundi en grève illimitée. Ben, vous savez, c'est pitoyable ce qui se passe au niveau de la MDPH. Moi, je suis atterré de voir une structure qui fonctionne très bien, qui a reçu des encouragements de la Chambre régionale des comptes et des divers organismes qui se sont intéressés à cette gestion, de voir que finalement que la politique a repris le dessus et que au final, la conséquence, pour faire simple, c'est de constater que 2 médecins, un infirmier, une psychologue ont déjà démissionné et des agents qui sont là-bas demandent à partir. Tout simplement parce que la gestion faite par les élus ou l'élu en charge de cette structure fait qu'aujourd'hui, la confiance n'y est plus. Et ça, c'est regrettable parce que l'impact direct sur le suivi des personnes handicapées qui ont besoin de ce GIP pour pouvoir vivre est à terre. Vous savez, très sincèrement, toutes les difficultés que nous avons pour trouver des médecins, si le peu de médecins que nous avons, on les laisse partir, c'est regrettable. Je pense que la solution repose exclusivement maintenant entre les mains du président Ben Issa. S'il ne s'empare pas de ce dossier rapidement, je pense que cette structure va se casser la gueule, que l'État va retirer les 50% des moyens qu'il y met pour les mettre dans une autre structure qui fera le job. Moins politisée. Arrêtons de vouloir politiser tout et n'importe quoi. Faisons en sorte plutôt de servir les citoyens, l'intérêt général, plutôt que l'intérêt personnel. Voilà. Et ça, vraiment, moi, je suis abattu parce que, vous savez, il y a eu encore le COMEX la semaine dernière. Le président de l'MDPH a été sensibilisé et il est resté inflexible. Je veux dire, à un moment donné, il faut mettre son ego de côté pour l'intérêt général. Et au final, si le président Ben Issa ne comprend pas qu'il peut déléguer des missions à des vice-présidents, mais au final, il sera responsable de tout ce qu'il arrivera, même s'il n'est jamais intervenu directement. C'est de sa responsabilité. Aujourd'hui, il y a un problème. Le président doit s'accaparer de ce dossier. Sinon, cela va lui retomber sur la figure. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Je vous remercie de m'avoir invité. On se retrouve très vite. Très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.